Le jour se levait à peine sur Montpellier quand Pablo ouvrit les yeux, encore enveloppé par une sensation étrange, mélange d'excitation et de mélancolie. Il resta quelques secondes immobile, à écouter le silence de la maison, comme s'il voulait retarder l'instant où cette date particulière prendrait tout son sens. 18 ans. Ce chiffre résonnait dans sa tête avec une gravité nouvelle, presque solennelle, comme un seuil invisible qu'il s'apprêtait à franchir sans vraiment savoir ce qu'il attendait de l'autre côté. En bas, Sabine s'activait déjà, tentant de maîtriser son impatience. Elle avait préparé un petit déjeuner qui relevait plus du festin que d'un simple repas du matin, empilant les pancakes avec un soin presque excessif. Hugo, de son côté, essayait de garder un air détaché, mais ses gestes trahissaient son émotion. Il jetait sans cesse des coups d'œil vers l'escalier, attendant le moment précis où son fils apparaîtrait. Lorsque Pablo descendit enfin, encore un peu froissé par le sommeil, les sourires éclatèrent comme une évidence. Les bougies furent allumées, les vœux lancés, et pendant quelques minutes, le monde sembla suspendu à cette image simple et chaleureuse d'une famille réunie. Pourtant, derrière le rire de Pablo, une ombre persistait. Il souffla ses bougies en silence, les yeux légèrement baissés, comme s'il formulait un souhait qu'il n'osait partager. Personne ne le releva à voix haute, mais tous savaient ce qui manquait à ce tableau presque parfait. L'absence de sa mère pesait dans l'air, lourde et invisible, un vide que ni les pancakes ni les sourires ne pouvaient vraiment combler. Hugo posa une main discrète sur l'épaule de son fils, geste bref mais chargé d'une promesse muette, celle d'être là, coûte que coûte. Pendant ce temps, à quelques rues de là, Manu commençait sa journée avec un tout autre état d'esprit. Loin de l'ambiance légère de l'anniversaire, il se préparait avec une tension sourde qui ne le quittait plus depuis plusieurs jours. Le dossier de Sibylle Delorme reposait sur la table, ouvert, comme un rappel constant de l'étau qui se resserrait autour de lui. Alex le lui avait transmis la veille, accompagné d'un message bref mais lourd de sous-entendus. Les dates, les témoignages, les photos, tout semblait s'assembler selon une logique inquiétante, et Manu avait cette désagréable impression que chaque page l'entraînait un peu plus vers un point de non-retour. Il relut une fois encore la plainte déposée par Charlotte, survenue presque immédiatement après qu'il avait commencé à surveiller l'atelier de Sibylle. La coïncidence lui paraissait trop parfaite pour être honnête. Pourtant, aucune preuve tangible ne venait étayer ses soupçons. Cette absence de certitude le rongeait davantage que s'il avait été confronté à une accusation claire. Il avait l'habitude des zones grises, des affaires complexes, mais cette fois, quelque chose de plus personnel s'immisçait dans l'enquête, brouillant ses repères. À peine avait-il refermé le dossier qu'on frappa à la porte. Aude entra sans attendre, le visage grave. Elle n'avait pas besoin de parler longtemps pour que Manu comprenne. La juge Alphand voulait l'entendre. Le ton était sec, sans détour, et Aude lui conseilla immédiatement de contacter son avocat. Manu acquiesça, tentant de dissimuler l'angoisse qui montait en lui. Il savait que cette convocation n'était pas une simple formalité. Quelque chose se préparait, et il sentait confusément que cette journée marquerait un tournant. Dans un autre coin de la ville, Charlotte tentait de reprendre pied après un interrogatoire éprouvant. Elle se trouvait avec Salomé, cherchant un soutien qu'elle avait de plus en plus de mal à trouver en elle-même. La jeune femme parlait vite, comme pour chasser ses propres pensées, répétant qu'elle ne voulait pas être séparée de Sacha, que cette idée seule lui donnait la nausée. Salomé l'écoutait, partagée entre compassion et lassitude, consciente que les mots ne suffiraient peut-être plus à apaiser cette angoisse grandissante. Charlotte hocha la tête, mais son regard restait fuyant, déjà happé par la peur d'un avenir qu'elle ne contrôlait plus. Au lycée, l'atmosphère était plus légère en apparence. Noura attendait Pablo devant son casier, serrant contre elle un cadeau qu'elle avait préparé avec soin. Lorsqu'il arriva, légèrement en retard, elle lui tendit un album photo, sourire timide aux lèvres. À l'intérieur, des images de leur première année ensemble, des souvenirs capturés sans prétention mais chargés d'émotion. Pablo feuilleta l'album avec attention, touché par ce geste qui donnait un sens concret au temps qu'ils avaient partagé. Achille et Alexis, qui passaient par là, réalisèrent soudain qu'ils avaient complètement oublié l'anniversaire, déclenchant un rire gêné. Pablo tenta d'en plaisanter, mais son sourire s'effaça rapidement lorsqu'il confia à Noura qu'il n'avait toujours aucune nouvelle de sa mère. Les mots sortirent d'un bloc, mêlés de colère et de tristesse, et Noura se contenta de lui prendre la main, incapable de trouver une réponse à une douleur aussi profonde. Dans le même temps, l'enquête avançait à grands pas. Élise et Alex avaient enfin localisé Elias, l'homme soupçonné d'être le commanditaire de Sibylle Delorme. Les informations recoupées les menèrent à un local discret, lié à l'activité de l'atelier. L'intervention fut décidée sans tarder. Thierry se joignit à eux en renfort,
conscient que cette arrestation pourrait faire basculer l'affaire. L'opération se déroula avec une précision presque mécanique. Les portes furent forcées, les suspects interpellés. Sybil, Elias et leurs complices furent arrêtés sans résistance majeure, mais l'atmosphère restait tendue, comme si chacun pressentait que le plus dur restait à venir. Les regards échangés, les silences lourds, tout indiquait que les interrogatoires à venir seraient décisifs. À l'école, Eve tentait de donner le change, mais la façade se fissurait dangereusement. En salle des profs, elle craqua finalement devant Sabine. Les mots jaillirent, chargés d'épuisement et de désespoir. Elle n'avait plus d'énergie, plus de recul. La situation avec Manu devenait trop lourde à porter, et elle se sentait impuissante face à l'engrenage judiciaire qui les aspirait tous les deux. Sabine l'écouta sans l'interrompre, consciente que parfois, offrir une oreille attentive valait mieux que n'importe quel conseil. Peu après, Charlotte croisa Eve et Sabine, les voyant marcher bras dessus bras dessous. Cette image, anodine en apparence, provoqua en elle une réaction disproportionnée. Salomé tenta de relativiser, lui rappelant qu'elle n'était pas responsable de l'état de Prodi ni du comportement de son compagnon. Les mots étaient durs, presque crus, mais peut-être nécessaires. Charlotte les encaissa sans répondre, le regard perdu, comme si chaque remarque venait éroder un peu plus les certitudes fragiles auxquelles elle s'accrochait. Le soir venu, la maison de Janet et Baker se remplit de rires et de conversations. Le dîner d'anniversaire de Pablo battait son plein. Autour de la table, Janet, Sabine, Hugo et Clément avaient préparé une surprise qui fit briller les yeux du jeune homme. Le passage du permis, accompagné d'une montre élégante, cadeau symbolique chargé d'histoire. Baker expliqua qu'il avait reçu la sienne pour ses 18 ans, un héritage discret qu'il transmettait à son tour. Fidèle à lui-même, il avait préparé un barbecue, optant cette fois pour du poisson, détail presque anecdotique qui renforçait l'impression de normalité qu'il cherchait à maintenir. Mais même au cœur de cette célébration, la tristesse de Pablo refit surface. Il confia à Baker qu'1 an s'était écoulé sans la moindre nouvelle de sa mère. Sa voix tremblait à peine, mais ses yeux trahissaient une détresse profonde. Baker l'écouta attentivement, puis, plus tard dans la soirée, confia à Janet son intention d'en parler à Hugo. Il ne pouvait pas rester indifférent face à cette souffrance silencieuse, et se promit de chercher une solution, quelle qu'elle soit. Dans l'ombre de ces instants familiaux, la machine judiciaire continuait de tourner. Cécile, convaincue que seule une confrontation pourrait débloquer la situation, envisageait de mettre face à face Manu et Charlotte, malgré l'avis défavorable de la psychologue. Pour elle, le risque valait la peine d'être pris. Cette décision, lourde de conséquences, ajoutait une pression supplémentaire sur les épaules déjà chargées de Manu, qui ignorait encore jusqu'où cette affaire pourrait l'entraîner. À ce moment-là, Charlotte tenta une nouvelle fois de joindre Sacha. Le téléphone resta muet, basculant sur la messagerie. L'angoisse monta d'un cran. Chaque appel sans réponse renforçait son sentiment d'abandon, l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle resta un instant immobile, le téléphone à la main, comme figée par la peur de ce silence. De leur côté, Sybil Delorme et ses complices faisaient face aux interrogatoires. Assise en face d'Élise et d'Alex, Sybil affichait un calme presque provoquant. Elle minimisait sa relation avec Elias, affirmant ne le connaître que superficiellement. Lorsqu'Alex sortit la photo de Charlotte et la lui montra, Sybil ne s'y a pas. Elle affirma, avec une fermeté glaciale, ne jamais l'avoir vue de sa vie. Même lorsqu'Élise s'absenta pour répondre à un appel, Sybil maintint sa version sans la moindre hésitation. Ce déni total laissait planer un doute inquiétant. Mentait-elle avec une assurance déconcertante, ou disait-elle la vérité dans une affaire où chacun semblait dissimuler une part essentielle de la réalité? La nuit tomba sur Montpellier, enveloppant la ville d'un calme trompeur. Tandis que Pablo s'endormait avec sa montre posée sur la table de nuit, symbole d'un passage à l'âge adulte teinté de nostalgie, Manu, lui, restait éveillé, conscient que le gouffre n'était plus très loin. Les événements de la journée s'entrechoquaient dans son esprit, formant un puzzle dont il ne voyait pas encore l'image finale. Une chose était sûre, rien ne serait plus jamais simple. La nuit avait laissé derrière elle une sensation d'inachevé, comme si chacun des personnages s'était endormi avec une question sans réponse. Manu, lui, n'avait presque pas dormi. Allongé dans le noir, il repassait mentalement chaque détail de la journée précédente, chaque regard, chaque mot prononcé trop vite ou pas assez. La convocation de la juge Alphand résonnait encore dans son esprit comme un avertissement silencieux. Il savait que ce face-à-face ne serait pas anodin, que la justice ne se contenterait pas de demi-vérités ou de simples intuitions. Au petit matin, Ève le trouva déjà debout, une tasse de café refroidissant entre ses mains.
Elle n'eut pas besoin de poser de questions. Le visage fermé de Manu parlait pour lui. Elle s'approcha, hésitante, consciente que le moindre mot pouvait déclencher une réaction qu'il ne maîtriserait plus. Elle tenta pourtant de lui rappeler qu'aucun élément concret ne pesait contre lui, que même Cécile avait dû le laisser repartir libre après leur entretien. Mais Manu secoua la tête. Ce n'était pas la peur d'une arrestation immédiate qui le rongeait, mais cette impression d'être pris dans un engrenage qui lui échappait, où la logique semblait se plier à une volonté plus vaste. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Charlotte se réveillait avec la gorge nouée. Elle avait rêvé de Sacha, ou plutôt de son absence. Dans son rêve, elle l'appelait sans cesse, mais sa voix se perdait dans un vide oppressant. En ouvrant les yeux, cette sensation ne la quitta pas. Elle attrapa son téléphone presque mécaniquement, vérifia les messages, les appels manqués. Rien, ce silence lui faisait plus de mal que n'importe quelle accusation. Elle se leva lentement, se regarda dans le miroir, cherchant sur son visage les traces visibles de ce chaos intérieur qui la dévorait. Au commissariat, l'atmosphère était tendue. Élise, Alex et Thierry échangeaient leurs premières impressions sur les interrogatoires de la veille. Le comportement de Sibylle intriguait tout le monde. Trop calme, trop assurée. Elle ne correspondait pas à l'image d'une femme prise au piège. Alex, en particulier, ne parvenait pas à se débarrasser d'un sentiment diffus de malaise. Il connaissait ce type de profil, ces personnes capables de soutenir un mensonge avec une conviction si parfaite qu'elle finissait par semer le doute même chez les enquêteurs les plus aguerris. Il se demanda, pour la première fois, si la vérité n'était pas plus complexe encore que ce qu'ils imaginaient. Elias, de son côté, se montrait plus nerveux. Ses réponses étaient hésitantes, parfois contradictoires. Chaque question semblait l'enfoncer un peu plus dans ses propres contradictions. Thierry notait tout avec minutie, conscient que ses failles pourraient s'avérer décisives. Pourtant, malgré ces indices, le lien direct avec Charlotte restait flou. Rien de suffisamment solide pour établir une manipulation claire, encore moins un complot organisé. Cette zone d'ombre alimentait les tensions au sein de l'équipe, chacun sentant que l'affaire pouvait basculer dans un sens comme dans l'autre. Dans la matinée, Pablo tenta de reprendre une routine normale. Il se rendit au lycée avec Noura, essayant de se concentrer sur des détails anodins pour ne pas penser au reste. Mais chaque conversation, chaque éclat de rire autour de lui rappelait brutalement ce qui lui manquait. 18 ans, et toujours cette question sans réponse sur sa mère. Il se surprit à envier ceux qui pouvaient appeler la leur sans hésiter, partager une anecdote, demander un conseil. Cette absence n'était plus seulement une douleur, elle devenait un obstacle à sa propre construction. Noura, attentive, remarqua son silence inhabituel. Elle n'insista pas, consciente que certaines blessures ne se racontent pas facilement. Elle se contenta d'être là, d'une présence discrète mais constante. Pour Pablo, ce soutien silencieux était précieux, même s'il ne parvenait pas à apaiser totalement le vide qui l'habitait. Il se demanda, sans oser le formuler, si le passage à l'âge adulte signifiait aussi apprendre à vivre avec des questions qui resteraient peut-être à jamais sans réponse. Dans l'après-midi, Manu se présenta finalement devant la juge Alphand. Le bureau était austère, presque intimidant, conçu pour rappeler à chacun la gravité des décisions qui s'y prenaient. Cécile l'observa attentivement, évaluant chaque réaction, chaque inflexion de sa voix. Elle posa des questions précises, parfois abruptes, cherchant à le déstabiliser. Manu répondit avec calme, s'en tenant aux faits, refusant de céder à la provocation. Il sentit pourtant la pression monter lorsque la juge évoqua la possibilité d'une confrontation avec Charlotte. Malgré l'avis défavorable de la psychologue, elle semblait convaincue que cette rencontre était indispensable pour faire éclater la vérité. Manu tenta d'exprimer ses réserves, insistant sur la fragilité psychologique de Charlotte et sur les risques que cela comportait. Mais Cécile resta inflexible. Pour elle, la justice devait avancer, quitte à bousculer certains équilibres. Lorsqu'il quitta le bureau, Manu se sentit vidé, comme si chaque mot prononcé avait entamé un peu plus ses forces. Il n'était pas inculpé, pas encore, mais cette liberté avait un goût amer, celui d'un sursis fragile. À l'école, Ève peinait à se concentrer sur son travail. Les élèves défilaient devant elle sans qu'elle parvienne réellement à se connecter à leurs préoccupations. L'inquiétude pour Manu occupait toutes ses pensées. Elle repensait à leur conversation du matin, à ce regard sombre qu'elle lui connaissait trop bien. Elle craignait que cette affaire ne les dépasse tous les deux, qu'elle n'érode ce qu'il leur restait de stabilité. Dans un moment de faiblesse, elle songea même à la possibilité de tout arrêter, de se protéger avant qu'il ne soit trop tard. Mais cette idée la terrifia autant qu'elle la soulageait. En fin de journée, Charlotte se rendit à nouveau au commissariat pour compléter sa déposition. L'attente dans le couloir lui sembla interminable.
Chaque bruit, chaque porte qui s'ouvrait ou se fermait, faisait bondir son cœur. Lorsqu'elle entra enfin dans la salle d'interrogatoire, elle se sentit étrangement seule, malgré la présence des policiers. Elle répéta ce qu'elle avait déjà dit, s'accrochant à sa version comme à une bouée de sauvetage. L'idée d'une confrontation avec Manu la hantait. Elle ne savait plus distinguer ce qui relevait de la vérité, de la peur ou de l'influence qu'elle avait pu subir. Au même moment, Alex observait la situation avec une inquiétude croissante. Il connaissait Manu depuis longtemps, savait reconnaître ses failles autant que son intégrité. L'idée qu'il puisse être broyé par une machine judiciaire trop pressée le révoltait. Pourtant, il devait rester impartial, respecter les règles, même lorsque celles-ci semblaient injustes. Ce conflit intérieur le rongeait, l'obligeant à se demander jusqu'où il était prêt à aller pour protéger un ami sans trahir sa fonction. La soirée tomba, apportant avec elle une accalmie trompeuse. Chez Hugo, le silence était lourd. Pablo s'était enfermé dans sa chambre, laissant derrière lui une famille désemparée. Hugo tourna longtemps en rond dans le salon avant de prendre une décision. Il repensait aux paroles de Baker, à cette promesse d'aide qu'il avait formulée avec tant de sérieux. Il comprit alors qu'il ne pouvait plus repousser certaines discussions. Le lendemain, il faudrait agir, chercher, comprendre. Pour son fils, il n'avait plus le droit d'attendre. Dans le même temps, Sybille Delorme restait en garde à vue, imperturbable en apparence. Seule dans sa cellule, elle laissa enfin tomber le masque, ne serait-ce qu'un instant. Son regard se perdit dans le vide, et une lueur indéchiffrable traversa son visage. Était-ce de la peur, du regret, ou la simple fatigue de maintenir un mensonge trop lourd? Personne ne pouvait le dire. Une chose était certaine, son silence et ses dénégations continuaient d'alimenter un mystère qui menaçait d'engloutir bien plus de monde qu'elle seule. La nuit s'installa de nouveau sur Montpellier, refermant cette journée comme un piège lentement resserré. Chacun se coucha avec la sensation que quelque chose approchait, inévitable, prêt à éclater au grand jour. Et au cœur de cette tension diffuse, Manu sentit plus que jamais le gouffre se dessiner sous ses pas. Le lendemain s'ouvrit sur une tension diffuse, presque imperceptible, mais bien réelle, comme une vibration sourde qui traversait chaque lieu, chaque conscience. Manu se leva avec cette sensation familière de fatigue mêlée d'adrénaline, celle qui annonçait une journée difficile. Il avait beau tenter de rationaliser, de se répéter que rien, dans les faits, ne permettait de l'accuser formellement, il sentait que la mécanique était lancée. Et une fois enclenchée, la justice ne s'arrêtait jamais sans laisser de traces. Ève, en l'observant se préparer, eut l'impression de voir un homme déjà un peu ailleurs. Ses gestes étaient précis, presque automatiques, comme s'il se protégeait en s'enfermant dans une routine maîtrisée. Elle hésita à lui parler de ses propres doutes, de cette peur sourde qui l'habitait désormais en permanence. Elle craignait que ces mots ne deviennent un poids supplémentaire sur des épaules déjà trop chargées. Alors elle se contenta d'un regard, d'un sourire fragile, espérant qu'il y lirait ce qu'elle n'osait formuler. Au commissariat, l'affaire Sybille Delorme occupait tous les esprits. Les interrogatoires se succédaient, sans pour autant apporter la révélation attendue. Alex, plongé dans les procès-verbaux, tentait de reconstituer une chronologie cohérente. Chaque détail semblait s'emboîter, mais il manquait toujours cette pièce essentielle qui donnerait enfin un sens clair à l'ensemble. Il se surprit à relire plusieurs fois les mêmes passages, comme si, à force d'insister, la vérité allait finir par se dévoiler d'elle-même. Élise, de son côté, repensait à l'attitude de Sybille lors de leur dernier échange. Cette femme ne correspondait pas aux schémas habituels. Elle ne cherchait ni à amadouer, ni à provoquer. Elle niait, simplement, avec une constance presque dérangeante. Élise se demanda si ce calme n'était pas, en réalité, la preuve d'une stratégie plus élaborée ou au contraire le signe qu'il se trompait de cible. Cette incertitude la mettait mal à l'aise, car elle savait combien une erreur d'interprétation pouvait coûter cher. Pendant ce temps, Charlotte tentait de retrouver un semblant de normalité. Elle se força à sortir, à marcher, à s'ancrer dans le présent. Mais chaque pas lui rappelait la fragilité de son équilibre. Les visages qu'elle croisait semblaient l'observer, la juger, même lorsqu'ils ne la connaissaient pas. Elle avait l'impression que toute la ville connaissait son histoire, qu'elle était devenue un symbole malgré elle. Cette exposition involontaire renforçait son sentiment de persécution, la poussant à se replier davantage sur elle-même. Elle essaya une nouvelle fois d'appeler Sacha. Encore une messagerie. Le silence lui parut plus violent que n'importe quelle dispute. Elle se demanda s'il l'évitait volontairement, s'il avait peur de ce qu'elle représentait désormais. Cette pensée la fit vaciller. Pour la première fois, elle envisagea l'idée qu'il puisse ne pas revenir, qu'elle soit contrainte d'affronter seule les conséquences de cette affaire. Cette perspective l'angoissait autant qu'elle la mettait en colère.
À l'autre bout de la ville, Pablo se rendit chez Baker, comme il l'avait promis. Il n'avait pas prévenu Hugo, ressentant le besoin de parler à quelqu'un d'extérieur à sa famille. Baker l'accueillit avec cette bienveillance tranquille qui le caractérisait. Ils s'assirent dans le jardin, loin du bruit, et Pablo se laissa enfin aller. Il parla de sa mère, de cette absence qui le hantait, de cette impression d'avoir grandi trop vite sans jamais comprendre pourquoi elle avait disparu de sa vie. Ces mots étaient simples, mais chargés d'une émotion brute qui serra la gorge de Baker. Baker l'écouta sans l'interrompre, conscient que cette confidence était un pas important. Lorsqu'il prit la parole, ce fut pour lui promettre qu'il ne laisserait pas cette situation en suspens. Il évoqua la possibilité de démarche, de recherche, sans toutefois nourrir de faux espoirs. Il insista surtout sur un point, Pablo n'était pas seul. Cette phrase, prononcée avec une sincérité évidente, eut sur le jeune homme un effet apaisant. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'un adulte prenait réellement la mesure de sa douleur. Dans l'après-midi, Manu fut informé que la confrontation avec Charlotte était sérieusement envisagée. Cette perspective le heurta de plein fouet. Il repensa aux mises en garde de la psychologue, à l'état émotionnel de la jeune femme, et sentit monter en lui une colère sourde. Il ne s'agissait plus seulement de sa situation personnelle, mais d'un principe. Mettre une personne fragile face à une pression supplémentaire lui semblait dangereux, presque irresponsable. Pourtant, il savait que son avis pesait peu face à la détermination de la juge Alphand. Alex tenta de temporiser, de gagner du temps, arguant du manque d'éléments nouveaux. Mais l'orientation semblait déjà décidée. Cette impuissance le frustra profondément. Il se rendit compte que, malgré son expérience, il restait un rouage parmi d'autres dans une machine bien plus vaste. Cette prise de conscience l'obligea à s'interroger sur ses propres limites, sur ce qu'il était prêt à sacrifier pour rester fidèle à ses convictions. Ève, informée de cette possible confrontation, sentit son angoisse redoubler. Elle imagina Manu face à Charlotte, sous le regard scrutateur de la justice, chaque mot pouvant être interprété, détourné, amplifié. Elle se demanda si leur couple pourrait résister à une telle épreuve. Cette question, qu'elle n'avait jamais osé se poser auparavant, s'imposa à elle avec une brutalité déconcertante. Elle se surprit à pleurer en silence, seule, consciente que ses larmes traduisaient autant sa peur de perdre Manu que celle de se perdre elle-même. En fin de journée, Sibylle fut à nouveau interrogée. Cette fois, Alex tenta une approche différente, plus directe. Il lui parla de Charlotte, de sa fragilité, des conséquences possibles de son silence. Sibylle resta impassible. Elle répéta, mot pour mot, qu'elle ne connaissait pas cette jeune femme, qu'elle ne l'avait jamais rencontrée. Sa voix ne trembla pas, son regard ne se détourna pas. Cette constance troubla Alex plus qu'il ne voulait l'admettre. Il quitta la salle avec le sentiment d'avoir atteint une impasse. La nuit tomba une fois encore sur Montpellier, enveloppant la ville d'une lourde attente. Chez Charlotte, la solitude était devenue presque tangible. Elle s'assit sur son lit, le téléphone posé à côté d'elle, et fixa l'écran noir. Elle se sentait prise au piège de sa propre histoire, incapable de distinguer le vrai du faux, le passé du présent. Cette confusion l'épuisait, la poussant à douter de ses propres souvenirs. Chez Manu, le silence était tout aussi pesant. Il resta longtemps assis dans le salon, plongé dans ses pensées, tandis qu'Ève dormait déjà. Il se demanda jusqu'où cette affaire pourrait aller, et surtout, ce qu'il était prêt à endurer pour défendre ce qu'il estimait juste. Le gouffre semblait désormais béant, et il savait qu'un seul faux pas suffirait à l'y précipiter. Dans ce climat d'incertitude, chacun avançait à tâtons, conscient que la moindre décision pourrait avoir des conséquences irréversibles. Et tandis que la ville s'endormait, l'affaire Sibylle Delorme continuait de tisser sa toile, silencieuse et implacable. Le matin s'installa avec une lourdeur inhabituelle, comme si l'air lui-même portait le poids des décisions à venir. Manu sentit dès son réveil que quelque chose avait changé. Ce n'était pas un événement précis, ni une information nouvelle, mais plutôt une certitude diffuse. L'affaire avait cessé d'être une simple enquête pour devenir une épreuve personnelle. Chaque geste du quotidien prenait désormais une dimension différente, chargée d'une tension qu'il ne parvenait plus à ignorer. Ève, encore marquée par la nuit précédente, tenta de renouer le dialogue. Elle voulait comprendre ce que Manu ressentait vraiment, au-delà de ses silences et de ses réponses mesurées. Mais il restait sur la défensive, comme s'il craignait que ses propres doutes, une fois exprimés, ne prennent trop de place. Il parla de procédure, de délai, de ce que la justice pouvait ou ne pouvait pas faire. Ève l'écouta, consciente que ces mots techniques étaient aussi une armure, un moyen de tenir à distance la peur qui menaçait de les submerger tous les deux. Au commissariat, l'ambiance était électrique.
Les discussions allaient bon train, chacun tentant d'anticiper la prochaine étape. La confrontation entre Manu et Charlotte n'était plus une simple hypothèse, elle prenait forme, lentement mais sûrement. Élise exprima ses réserves, rappelant une fois encore l'état psychologique fragile de la jeune femme. Mais les arguments semblaient se heurter à un mur invisible. La juge Alphand était déterminée, convaincue que cette mise face à face pourrait faire tomber les dernières résistances. Alex observait la scène avec une inquiétude croissante. Il voyait bien que l'enquête glissait dangereusement vers un terrain où les certitudes se construisaient davantage sur des intuitions que sur des preuves tangibles. Cette dérive le mettait mal à l'aise. Il repensait à ses débuts, à cette conviction presque naïve que la vérité finissait toujours par s'imposer. Aujourd'hui, il n'en était plus aussi sûr. Il craignait que la machine judiciaire, une fois lancée, ne s'arrête plus avant d'avoir broyé quelqu'un. Pendant ce temps, Charlotte vivait ses heures dans une confusion totale. Elle oscillait entre la colère et la peur, incapable de trouver un point d'ancrage stable. L'idée d'une confrontation avec Manu la terrifiait. Elle se demandait ce qu'elle pourrait dire, comment elle pourrait soutenir son regard sans vaciller. Chaque souvenir lui semblait suspect, chaque sensation altérée par l'angoisse. Elle avait l'impression que son propre esprit la trahissait, que ses pensées se déformaient sous le poids des attentes extérieures. Elle tenta de se rassurer en se répétant qu'elle disait la vérité, ou du moins ce qu'elle croyait être la vérité. Mais cette conviction était fragile, fissurée par le silence persistant de Sacha. Son absence prenait désormais une dimension symbolique, elle se sentait abandonnée au moment précis où elle avait le plus besoin de soutien. Cette solitude renforçait son sentiment d'injustice, la poussant à se replier davantage sur elle-même. À l'autre bout de la ville, Pablo essayait de canaliser ses émotions en se concentrant sur des projets concrets. Il parlait de permis, d'avenir, de petites libertés nouvelles qui s'ouvraient à lui. Pourtant, derrière cet enthousiasme affiché, la question de sa mère continuait de l'obséder. Baker, fidèle à sa promesse, avait commencé à réfléchir à des pistes, évoquant des démarches possibles sans jamais nourrir d'illusions excessives. Cette prudence rassurait Pablo autant qu'elle l'inquiétait. Il comprenait que certaines vérités pouvaient être longues à émerger, voire douloureuses à accepter. Hugo, de son côté, observait son fils avec une attention renouvelée. Il percevait cette maturité forcée, cette gravité nouvelle qui contrastait avec l'adolescent qu'il avait connu. Il se sentait coupable de ne pas avoir su protéger Pablo de cette absence, de ne pas avoir trouvé les mots justes plus tôt. Cette prise de conscience le poussait à vouloir agir, à ne plus rester passif face à une situation qui blessait profondément son fils. Dans l'après-midi, une réunion informelle eut lieu entre les enquêteurs. Les contradictions d'Elias s'étaient passées au crible, mais rien ne permettait encore de relier clairement Sibylle à Charlotte. Cette impasse renforçait l'idée, chez certains, que la confrontation devenait inévitable. Alex exprima une dernière fois ses doutes, soulignant le risque d'une erreur judiciaire. Mais ses paroles semblaient se perdre dans un silence chargé de fatalisme. Manu, informé des dernières avancées, sentit la pression monter d'un cran. Il se demanda s'il devait se préparer au pire, envisager des scénarios qu'il avait jusqu'alors refusé de considérer. L'idée d'être publiquement mis en cause, de voir son intégrité remise en question, le hantait. Plus encore, il craignait l'impact de cette affaire sur Ève, sur leur relation déjà fragilisée par l'incertitude. Il se demanda s'il n'était pas en train de devenir un poids pour elle, un danger qu'elle aurait tout intérêt à éviter. Ève, justement, se trouvait à un carrefour intérieur. Elle oscillait entre son désir de soutenir Manu et la peur de se laisser entraîner dans une spirale destructrice. Elle repensait à leur histoire, aux moments de complicité, aux promesses qu'ils s'étaient faites. Cette affaire mettait à l'épreuve bien plus que leur couple, elle révélait leur fragilité, leurs limites, et peut-être leurs divergences les plus profondes. Cette prise de conscience la laissa désemparée. En fin de journée, Charlotte reçut la confirmation officieuse de la confrontation à venir. La nouvelle la laissa sans voix. Elle sentit ses jambes fléchir, comme si son corps refusait d'absorber cette information. Elle se réfugia dans sa chambre, cherchant un refuge dans un espace qu'elle contrôlait encore. Les murs lui semblaient se rapprocher, l'air se raréfier. Elle tenta de respirer profondément, de se convaincre qu'elle survivrait à cette épreuve, mais la peur restait omniprésente. La soirée s'étira dans une attente insupportable. Chacun, à sa manière, se préparait à ce qui allait suivre. Manu relisait des notes, tentant de se raccrocher à des faits concrets. Ève observait ce manège en silence, consciente que les mots étaient désormais insuffisants. Pablo, dans sa chambre, feuilletait l'album offert par Noura, cherchant dans ces images une forme de réconfort.
Charlotte, elle, restait immobile, le regard perdu, comme suspendue entre deux réalités. Lorsque la nuit tomba, Montpellier sembla retenir son souffle. Les lumières s'éteignirent progressivement, mais l'obscurité n'apporta aucun apaisement. Au contraire, elle amplifiait les peurs, les doutes, les regrets. Et au cœur de cette nuit lourde de promesses et de menaces, une certitude s'imposait, le lendemain ne ressemblerait à aucun autre. La journée qui s'annonçait semblait lourde dès les premières heures, comme si chaque personnage avançait avec la conscience aiguë qu'un seuil invisible était sur le point d'être franchi. Manu ressentait cette pression de manière presque physique. En quittant son domicile, il eut l'impression de laisser derrière lui une part de sécurité fragile, conscient que ce qu'il allait affronter ne se limiterait pas à un simple échange de questions et de réponses. Il savait que la confrontation avec Charlotte, désormais inévitable, serait un moment décisif, non seulement pour l'enquête, mais aussi pour sa propre vie. Ève, restée seule, tenta de se concentrer sur des tâches banales, comme pour se convaincre que le monde continuait de tourner normalement. Pourtant, chaque minute semblait s'étirer démesurément. Elle pensait à Manu, à la fatigue qu'elle lisait dans ses traits, à cette distance nouvelle qui s'était installée entre eux. Elle se demandait si l'amour suffisait réellement à traverser ce genre d'épreuve, ou si certaines situations révélaient des failles irréparables. Cette question, qu'elle n'avait jamais osé formuler auparavant, la hantait désormais sans relâche. Au commissariat, l'effervescence était palpable. Les enquêteurs se préparaient à la confrontation comme à une étape cruciale, chacun mesurant la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Alex, en particulier, ressentait un malaise persistant. Il avait tenté jusqu'au bout de ralentir le processus, de rappeler les mises en garde de la psychologue, mais il avait dû se rendre à l'évidence, la décision était prise. Il se promit intérieurement de rester vigilant, de ne pas laisser la situation déraper, même s'il savait combien cet équilibre serait difficile à maintenir. Charlotte arriva accompagnée, le visage pâle, les traits tirés par une nuit sans sommeil. Elle avançait comme en apnée, concentrée sur chaque pas, comme si le moindre faux mouvement risquait de la faire s'effondrer. Dans la salle d'attente, le silence était pesant. Elle évitait de croiser les regards, redoutant d'y lire des jugements qu'elle n'était pas prête à affronter. Son esprit oscillait entre la peur et une colère sourde, dirigée autant contre elle-même que contre ceux qui l'avaient plongée dans cette situation. Lorsque Manu entra à son tour, l'atmosphère se figea. Leurs regards se croisèrent brièvement, sans qu'aucun des deux ne parvienne à soutenir celui de l'autre. Pour Manu, cet instant fut d'une violence inattendue. Il se retrouva face à une jeune femme visiblement fragilisée, loin de l'image qu'il s'était construite à travers les dossiers et les témoignages. Il ressentit un pincement au cœur, conscient que quoi qu'il dise ou fasse, chaque mot serait scruté, interprété, potentiellement détourné. La confrontation débuta sous l'œil attentif de la juge Alphand et des enquêteurs présents. Les questions s'enchaînèrent, précises, parfois incisives. Charlotte répondit d'une voix hésitante, cherchant ses mots, visiblement déstabilisée par la présence de Manu. Elle semblait lutter contre ses propres souvenirs, tentant de maintenir une cohérence qui lui échappait par moments. Manu, de son côté, s'efforçait de rester calme, de répondre avec rigueur, mais la tension était telle qu'il sentait ses nerfs à vif. À plusieurs reprises, Alex intervint pour apaiser l'échange, conscient que la situation pouvait rapidement dégénérer. La juge, cependant, insistait, persuadée que cette pression finirait par faire émerger la vérité. Pourtant, plus les minutes passaient, plus il devenait évident que cette confrontation ne faisait qu'accentuer la confusion. Les certitudes se fissuraient, les versions se chevauchaient sans jamais se rejoindre complètement. À la fin de l'entretien, un silence lourd s'abattit sur la pièce. Charlotte semblait vidée, comme si toute son énergie avait été aspirée par cet échange éprouvant. Manu, lui, ressentait un profond sentiment d'injustice mêlé d'impuissance. Rien n'avait été éclairci, et pourtant, il avait le sentiment que quelque chose venait de se briser, irréversiblement. Pendant ce temps, loin de ces murs chargés de tension, Pablo tentait de se projeter vers l'avenir. Il parlait avec Noura de projets simples, de sorties, de voyages peut-être. Ces conversations lui permettaient de respirer, de se rappeler qu'il existait encore des espaces de légèreté dans un quotidien trop souvent envahi par les inquiétudes. Pourtant, dès qu'il se retrouvait seul, ses pensées revenaient inlassablement vers sa mère. Il se demandait si, quelque part, elle pensait à lui, si elle avait conscience du vide qu'elle avait laissé. Baker, fidèle à sa parole, avait commencé à se renseigner plus concrètement. Il évoqua avec Hugo des démarches possibles, des pistes à explorer. Hugo l'écoutait attentivement, partagé entre l'espoir et la crainte de raviver une blessure trop ancienne.
Il comprenait cependant qu'il ne pouvait plus se contenter de protéger son fils par le silence. L'absence de réponse était devenue plus douloureuse que la vérité, quelle qu'elle soit. En fin de journée, les conséquences de la confrontation se faisaient déjà sentir. La juge Alphand, malgré l'absence d'éléments décisifs, semblait plus convaincue que jamais que l'affaire cachait quelque chose de plus profond. Cette obstination inquiétait Alex et Élise, qui redoutaient qu'une intuition mal fondée ne prenne le pas sur les faits. Ils se retrouvèrent à discuter longuement, tentant d'imaginer d'autres angles d'approche, d'autres pistes à explorer avant que la situation ne devienne incontrôlable. Ève retrouva Manu tard dans la soirée. Le silence qui s'installa entre eux était lourd de non-dits. Elle chercha son regard, tentant de comprendre ce qu'il avait vécu, mais il peinait à mettre des mots sur ce chaos intérieur. Il finit par lui dire qu'il se sentait au bord du gouffre, que chaque décision lui semblait désormais lourde de conséquences. Ève sentit son cœur se serrer. Elle comprit alors que cette affaire ne les mettait pas seulement à l'épreuve en tant que couple, mais aussi en tant qu'individus confrontés à leurs propres limites. La nuit tomba à nouveau sur Montpellier, enveloppant la ville d'une fatigue collective. Charlotte, seule chez elle, revivait sans cesse la confrontation, chaque question résonnant comme une accusation. Manu, de son côté, fixait le plafond, incapable de trouver le sommeil. Pablo, enfin, s'endormit en pensant à un futur qu'il espérait plus clair que le présent. Et dans ce silence nocturne, une certitude s'imposait peu à peu. Les répercussions de cette journée ne faisaient que commencer, et chacun allait devoir en affronter les conséquences, qu'il le veuille ou non. Le lendemain s'ouvrit sur un calme trompeur, celui qui suit toujours les tempêtes trop violentes pour être immédiatement digérées. Manu se leva avec la sensation d'avoir laissé une partie de lui-même dans la salle de confrontation de la veille. Son corps était là, présent, fonctionnel, mais son esprit semblait encore prisonnier de ses regards, de ses silences, de cette impression diffuse d'avoir été jugé sans jamais avoir été réellement entendu. Il savait que rien n'était officiellement acté contre lui, et pourtant, le soupçon planait désormais comme une ombre persistante. Ève l'observait à distance, cherchant le bon moment pour lui parler sans provoquer un repli supplémentaire. Elle percevait clairement que quelque chose avait basculé. Ce n'était pas une dispute, ni même un désaccord frontal, mais une fissure plus insidieuse, née de l'accumulation des peurs et des non-dits. Elle se demanda si Manu avait encore la force de partager ce qu'il ressentait, ou s'il avait déjà commencé à s'isoler pour se protéger. Cette idée la blessa profondément, car elle comprit que son soutien, aussi sincère soit-il, pouvait ne plus suffire. Au commissariat, les conséquences de la confrontation faisaient l'objet de discussions animées. La juge Alphand, loin de douter, semblait confortée dans sa conviction que la vérité se trouvait enfouie sous une couche de dénégation et de silence. Pour elle, l'attitude de Charlotte, malgré sa fragilité apparente, révélait des zones d'ombre qu'il fallait éclaircir à tout prix. Cette posture inquiétait Alex, qui voyait dans cette obstination le risque d'une dérive dangereuse, où l'intuition finirait par se substituer aux preuves. Élise partageait cette inquiétude. Elle repensait à la jeune femme, à son regard perdu, à ses réponses hésitantes. Rien, dans son comportement, ne lui semblait compatible avec l'image d'une manipulatrice consciente. Elle se demanda si Charlotte n'était pas, en réalité, la première victime d'un engrenage qui la dépassait totalement. Cette hypothèse renforçait son malaise, car elle impliquait que l'enquête s'était peut-être engagée sur une voie injuste. Dans l'après-midi, Sibylle Delorme fut informée de l'évolution de la situation. Lors d'un nouvel échange avec les enquêteurs, elle apprit que la confrontation avait eu lieu. Un léger sourire passa alors sur son visage, presque imperceptible, mais suffisamment troublant pour attirer l'attention d'Alex. Était-ce une satisfaction, la certitude que les regards allaient désormais se détourner d'elle, ou simplement une réaction nerveuse face à la pression? Sibylle, fidèle à sa ligne de défense, continua de nier toute implication avec Charlotte, répétant inlassablement la même version. Cette constance, loin de rassurer, accentuait le sentiment d'opacité qui entourait l'affaire. Charlotte, quant à elle, tentait de se remettre de l'épreuve. La confrontation avait laissé des traces profondes. Elle se sentait épuisée, émotionnellement vidée, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Les paroles échangées tournaient en boucle dans sa tête, se mélangeant à ses propres doutes. Elle se demanda si elle avait dit ce qu'elle devait dire, si elle avait été comprise, ou si, au contraire, elle avait contribué malgré elle à renforcer des soupçons qu'elle ne maîtrisait plus. L'absence persistante de Sacha devenait insupportable. Chaque minute sans nouvelles accentuait son sentiment d'abandon. Elle commença à envisager l'idée qu'il ait choisi de se protéger, de prendre ses distances face à une situation devenue trop lourde. Cette pensée la déchira,
car elle avait toujours cru qu'il resterait à ses côtés, quoi qu'il arrive. Cette rupture silencieuse, sans explication, lui faisait plus de mal que n'importe quelle accusation officielle. Pendant ce temps, Pablo vivait ses propres bouleversements, plus discrets mais tout aussi profonds. Baker et Hugo avaient entamé des démarches concrètes pour tenter de retrouver des traces de sa mère. Rien de spectaculaire, seulement des appels, des vérifications, des hypothèses prudentes. Hugo se montrait à la fois déterminé et anxieux, conscient que cette quête pouvait réveiller des blessures anciennes. Pablo, lui, oscillait entre l'espoir et la peur. Il comprenait que la vérité, quelle qu'elle soit, risquait de le transformer définitivement. Noura restait à ses côtés, attentive, sans jamais chercher à forcer les confidences. Elle percevait ce tiraillement intérieur, cette maturité soudaine qui n'avait rien de choisi. Pour Pablo, cette présence silencieuse était un ancrage précieux. Il se surprit à penser que, malgré la douleur, il n'aurait peut-être jamais atteint ce degré de lucidité sans ces épreuves. Cette réflexion le troubla, car elle donnait un sens presque cruel à ce qu'il traversait. En fin de journée, une discussion tendue eut lieu entre Alex et la juge Alphand. Alex tenta une dernière fois de rappeler la nécessité de prudence, d'évoquer le risque d'une erreur irréversible. La juge l'écouta sans vraiment l'entendre. Elle restait convaincue que l'affaire Sibylle Delorme cachait une manipulation plus large, et que Manu, volontairement ou non, se trouvait au cœur de cette zone trouble. Cette conviction glaça Alex, qui comprit alors que son ami n'était plus simplement un enquêteur impliqué, mais une pièce potentielle du puzzle judiciaire. Ève, de son côté, prit conscience que la situation dépassait désormais le cadre privé. Elle craignait pour Manu, pour sa carrière, pour sa santé mentale. Elle se demanda jusqu'où elle serait prête à aller pour le soutenir, et si elle aurait la force d'affronter les conséquences d'une mise en cause plus formelle. Cette interrogation la laissa démunie, face à un avenir qu'elle ne reconnaissait plus. La nuit tomba à nouveau sur Montpellier, lourde et silencieuse. Charlotte s'endormit difficilement, hantée par des images fragmentées, incapable de trouver un apaisement durable. Pablo resta longtemps éveillé, partagé entre l'impatience et l'appréhension de ce que les recherches pourraient révéler. Manu, enfin, contempla l'obscurité, conscient que le gouffre qu'il redoutait tant était désormais à portée de pas. Et dans cette nuit épaisse, chacun portait en lui la certitude que l'affaire était loin d'être terminée, et que les choix à venir seraient déterminants, peut-être irréversibles. La dernière journée s'ouvrit sans éclat particulier, comme si Montpellier refusait de signaler l'importance de ce qui se jouait encore dans l'ombre. Pourtant, pour ceux qui étaient pris au cœur de l'affaire, chaque minute semblait désormais chargée d'un poids insupportable. Manu avançait avec cette impression étrange d'être à la fois acteur et spectateur de sa propre chute annoncée. Rien n'était encore décidé, rien n'était écrit noir sur blanc, mais le doute s'était installé, et il savait que, dans ce métier, le doute pouvait être aussi destructeur qu'une condamnation. Ève sentit cette distance grandir entre eux. Ce n'était plus seulement la fatigue ou la peur qui les séparait, mais une forme de résignation chez Manu, comme s'il se préparait intérieurement à perdre quelque chose d'essentiel. Elle tenta une dernière fois de lui parler franchement, de lui demander s'il avait encore confiance, non pas en la justice, mais en eux. Manu répondit avec honnêteté, avouant qu'il ne savait plus très bien où se situait cette confiance, tant tout semblait lui glisser entre les doigts. Cette confession, loin de les rapprocher, laissa entre eux un silence lourd, presque définitif. Au commissariat, la juge Alphand poursuivait son travail avec une détermination intacte. Les éléments contre Sibylle Delorme restaient insuffisants pour établir un lien clair avec Charlotte, mais cette absence de preuves ne l'apaisait pas. Au contraire, elle renforçait son intuition qu'une partie de la vérité échappait encore à l'enquête. Dans ce contexte, Manu apparaissait comme une figure trouble, non parce qu'il avait commis une faute avérée, mais parce qu'il se trouvait au croisement de trop de zones grises. Cette position inconfortable le plaçait dans une situation de vulnérabilité extrême. Alex observait cette évolution avec un sentiment d'échec personnel. Il avait l'impression de ne plus reconnaître la justice qu'il servait depuis des années. Voir un collègue, un ami, ainsi fragilisé par des hypothèses et des soupçons lui donnait le vertige. Il se demanda si, à force de vouloir aller vite, il n'était pas en train de sacrifier l'essentiel, la prudence, l'humanité, le respect des équilibres psychologiques déjà fragiles. Mais ses doutes restaient confinés à des échanges feutrés, incapables d'enrayer une dynamique déjà bien engagée. Charlotte, de son côté, semblait s'éteindre lentement. La confrontation avait laissé en elle une trace profonde, une blessure invisible mais persistante. Elle avait le sentiment d'avoir été exposée, disséquée, sans jamais être réellement comprise. L'absence de Sacha devenait désormais une certitude douloureuse.
Elle finit par accepter l'idée qu'il ne reviendrait pas, ou du moins pas dans l'immédiat. Cette prise de conscience la plongea dans une tristesse résignée, presque dangereuse, où l'envie de se battre laissait place à un abandon silencieux. Sibylle Delorme, toujours en garde à vue, continuait de nier toute implication. Pourtant, à mesure que les heures passaient, son assurance semblait se fissurer par moments. De brèves absences dans son regard, des silences plus longs que nécessaires laissaient entrevoir une fatigue profonde. Était-ce le poids du mensonge, ou celui d'une vérité qu'elle refusait encore de livrer? Les enquêteurs eux-mêmes n'étaient plus certains de ce qu'ils devaient espérer, une confession libératrice ou la confirmation d'une erreur de piste. Pendant ce temps, une autre histoire avançait, plus discrète mais tout aussi déterminante. Les démarches entamées par Baker et Hugo commençaient à dessiner les contours d'une vérité possible concernant la mère de Pablo. Rien de concret encore, seulement des indices fragiles, mais suffisamment pour raviver l'espoir. Pablo oscillait entre excitation et angoisse, conscient que cette quête pouvait bouleverser l'image qu'il s'était construite. Pour la première fois, il se sentait véritablement adulte, non pas par choix, mais parce que la vie l'y contraignait. Cette maturité nouvelle contrastait avec l'effondrement intérieur de Manu. Là où Pablo avançait vers une forme de vérité, Manu semblait s'en éloigner, happé par un système qui ne lui laissait plus le temps de respirer. Il prit conscience que, quoi qu'il arrive, rien ne serait plus comme avant. Même s'il était blanchi, le doute laisserait une empreinte durable, sur sa carrière, sur ses relations, sur sa propre perception de lui-même. En fin de journée, un sentiment d'impasse générale s'imposa. L'enquête n'avait pas livré ses réponses, la confrontation n'avait pas éclairci la situation, et chacun se retrouvait face à ses propres limites. La juge Alphand, malgré sa fermeté, savait qu'elle marchait sur un fil. Alex, Élise et Thierry ressentaient le poids de décisions dont les conséquences leur échappaient déjà en partie. Ève, enfin, comprenait que l'amour ne suffisait pas toujours à protéger de la chute. La nuit tomba une dernière fois sur Montpellier, enveloppant la ville d'un silence presque solennel. Manu se retrouva seul avec ses pensées, conscient qu'il se trouvait désormais au bord du gouffre qu'il redoutait tant. Charlotte s'endormit avec l'impression d'avoir perdu bien plus que des repères. Pablo, lui, regarda l'avenir avec une crainte mêlée d'espoir, prêt à affronter ce qui viendrait. Et dans cette obscurité partagée, une vérité s'imposait à tous, certaines affaires ne se terminent pas lorsqu'un épisode s'achève. Elles continuent de vivre, de hanter, de transformer ceux qui y ont été mêlés. Pour Manu, pour Charlotte, pour Pablo, l'histoire était loin d'être close. Elle ne faisait peut-être que commencer.